bonjour à tous. Alors que le monde unipolaire qui avait cours jusqu'ici depuis l'effondrement du bloc soviétique donne de grands signes d'essoufflement et que la concurrence des BRICS leur conteste désormais leur hégémonie, les socles de cette superpuissance occidentale que sont la finance, l'économie réelle, l'industrie et surtout la monnaie sont au bord de la catastrophe, comme nous le confirme un article de Marco Oel publié sur le site internet de l'agence Reuters le 25 août 2023, l'euro au bord de la catastrophe. Pour en parler et disséquer cet article comme bien d'autres, notre invité est François Dengoué, qui nous répond depuis les États-Unis. François Dengoué est professeur de politique publique et de géopolitique. Bonjour François, comment allez-vous? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Et je salue tous les téléspectateurs de JMTV. Merci beaucoup François. Alors, pourquoi je vous ai invité? Depuis plusieurs années, et plus précisément 1998, donc il y a 25 ans, vous aviez déjà écrit que la monnaie euro était mal conçue et qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Aujourd'hui, ces rédacteurs semblent abonder dans votre sens. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Et vraiment, je dois vous féliciter parce que quand vous m'avez sollicité, j'étais surpris parce que peu de gens s'intéressent à l'économie de façon aussi pointue que vous. J'étais surpris parce que, y compris dans les journalistes que l'on voit dans les médias, soi-disant les grands médias français ou même européens et français ou américains, même anglais, mais votre degré de curiosité m'a surpris et permettez-moi modestement de vous en féliciter. Merci Alors, beaucoup. vous avez eu la gentillesse de rappeler l'article que j'avais écrit en 98 dans une revue britannique qui s'occupait des banques centrales, où j'avais noté que l'euro était mal conçu. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez, si vous voulez que je résume un peu ce que j'avais dit, ou bien Oui. si vous... Hein? Oui, ce serait bien pour les jeunes de 24 ans, 20 ans aujourd'hui. Ça ne nous rajeunit pas. Du Vous tout. n'êtes pas très gentil à mon égard. Bon, oui. Alors, je disais essentiellement trois choses. L'Europe, premièrement, telle que c'était conçu, c'est une monnaie qui n'a pas d'État pour des États qui n'ont pas de monnaie. Je dois expliquer cela. Donc, l'euro, c'est une monnaie qui n'a pas d'État pour des États qui n'ont plus de monnaie. Par exemple, la première partie de la phrase, l'euro, c'est une monnaie qui n'a pas d'État. Oui. Autrement dit, si vous prenez par exemple, quand c'était le franc avait un État, c'est-à-dire que derrière le franc, il y avait une banque centrale unique qui était souveraine. Le dollar, c'est une monnaie qui a un État. Il y a une banque centrale qui est souveraine. Et de la même chose pour le mark. Mais quand vous passez à l'euro, vous n'avez plus, c'est une monnaie qui n'a plus d'État. La logique aurait voulu que les Européens aient une fédération. À ce moment, derrière l'euro, il y aurait un État. Mais les Européens ont voulu inventer un individu complètement impraticable qui est une monnaie qui n'a pas d'État. Et maintenant, les États qui sont associés à l'euro n'ont plus de monnaie. Par exemple, la France n'a plus de monnaie à proprement dite. L'Allemagne n'a plus de monnaie à proprement dit. Donc, déjà, c'était déjà quelque chose qui était une incongruité. Et je me rappelle, pour ceux qui critiquaient mon article, ils disaient « Oh non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est une innovation, les choses vont s'améliorer parce que ça, ce n'est pas très important, nous nous améliorons en cours de route. » Et vous vous rappelez que c'était une façon subreptice de forcer la main aux Européens pour aller vers la fédération. Et tous les pays européens ne sont pas d'accord, toutes les populations européennes ne sont pas d'accord, et c'était comme une entourloupe que les politiciens voulaient utiliser pour forcer pour aller à une fédération européenne. Disant cela, je ne porte aucun jugement sur la fédération européenne.
je constate tout simplement qu'il y a une incongruité. On veut placer une monnaie alors qu'il n'y a pas d'État ou au minimum, je dis, un budget collectif. Ça, c'était ma première critique. La deuxième critique tenait à la démographie. Vous savez que si vous voulez étudier l'économie d'un pays ou même d'une ville ou d'une région, la première chose, c'est la démographie. Tout à fait. Comme on nous enseigne dans nos villages, c'est la population, c'est le nombre, etc., et la jeunesse de la population qui fait. Intéressez-vous toujours à la démographie. Et en s'intéressant à la démographie, on voit très distinctement qu'il y a deux camps en Europe. Il y a des camps qui sont démographiquement un peu plus dynamiques, par exemple la France, et des camps qui sont vieillissants. Or, vous ne pouvez pas appliquer la même type de politique monétaire à une population vieillissante que si vous l'appliquez à une politique jeune. Je prends un seul exemple. L'Allemagne, qui a une politique, un pays vieillissant, plus vieillissant du moins que la France, parce qu'en général, tous les pays européens sont vieillissants, mais c'est une question de vitesse. L'Allemagne est beaucoup plus vieillissante. L'Allemagne était très stricte, par exemple, sur les questions de taux d'inflation. Pour l'Allemagne, c'était vraiment l'alpha et l'oméga de la politique monétaire. Les Allemands étaient des bornés, de sorte que la politique monétaire, vraiment, c'est l'inflation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a assigné à la Banque centrale européenne une seule et une mission, qui est de lutter contre l'inflation. C'est-à-dire qu'il faut maintenir l'inflation dans l'intervalle de 0% à 2%, en excluant 0%, comme si vous vous rappelez vos cours de mathématiques, c'est l'intervalle ouvert de 0 pour ne pas avoir ce qu'on appelle la déflation. Mais le 2% a été fixé comme borne supérieure, et c'était ce qui est plus important, ce que je l'ai dit et que je souligne, c'est-à-dire que c'est la seule mission de la Banque centrale. Mais les banques centrales n'ont pas uniquement pour mission de lutter contre l'inflation. Il y a par exemple des impératifs de croissance, des impératifs d'emploi, par exemple dans des pays où il y a une jeunesse. Et c'est le cas de la France. Et vous voyez que l'Allemagne, pour laquelle l'impératif de lutte contre l'inflation s'imposait et allait de soi, parce que quand vous êtes vieux, vous avez de l'épargne, vous n'avez plus un revenu actif, vous craignez que l'inflation vienne ronger votre épargne, alors que si vous êtes jeune, comme c'était le relatif, encore une fois, comme c'est le cas de la France, vous pouvez supporter un peu d'inflation à condition que la population jeune que vous avez soit plus nombreuse et se mette plus au travail, et active, et que la croissance, voilà, la population active, et qui va investir, qui va consommer, et qui va... Et la France, à mon avis, a fait un mauvais choix, et c'est pour ça que vous voyez que la France, depuis qu'elle est entrée dans l'euro, rien ne marche pour dire la vérité. Et donc, ça, c'était le deuxième élément qui faisait que je voyais que l'euro ne pouvait pas marcher. Le troisième et le dernier, c'était que, en fait, si vous regardez bien, la Banque centrale européenne n'est pas une banque centrale à proprement parler. Qu'est-ce que c'est? Une banque, ils appellent ça, d'ailleurs, c'est un système. Ils appellent ça le système de banque centrale. C'est-à-dire qu'on a amalgamé un certain nombre de banques centrales sans qu'il y ait vraiment une banque centrale qui serait une et qui aurait des subdivisions ailleurs. Ici, c'est des subdivisions qui sont restées très nationales, et même dans le fonctionnement. Et si vous voyez même les billets de l'euro ou les pièces de l'euro, vous pouvez identifier où a été imprimé le billet, où la pièce a été fabriquée. Donc, ce n'est pas une banque centrale à proprement parler, et c'est pour ça d'ailleurs que cette banque centrale n'est pas un prêteur en dernier ressort. Et si vous voyez que ils ont eu besoin de créer, après, quand il y a eu la crise de la Grèce, etc., ce qu'on appelle, en anglais c'est ESM, European Stability, le fonds de stabilité européen. Voilà, excusez-moi, voilà, c'est ça, voilà. Le fonds de stabilité européen. Voilà un peu les trois raisons majeures, mais il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là pour ne pas être très long. Nous allons poursuivre car je veux que nous commentions cet article publié sur le site de Reuters. Alors, je vais lire paragraphe par paragraphe et vous commenterez ou bien vous donnerez votre point de vue qui peut concorder avec celui de Marco Aurèle ou qui peut être totalement différent. Donc,
Nous savons que la monnaie unique européenne est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Nous savons aussi que 10 ans seulement après, Mario Draghi, qui était le président de la banque, de cette supposée banque centrale européenne, se battait déjà corps et âme, avait même annoncé en grande pompe, hein, il avait dit ceci, ils feront tout pour défendre la monnaie unique européenne. Cela signifie que dès le départ, 10 ans, c'est quand même jeune pour une monnaie. Ça n'a pas commencé en 2012. C'est sûr qu'avant 2012, il y avait des prémices déjà. Ils avaient compris au sommet que l'euro ne marcherait pas. Pourquoi insister quand on sait que ça ne marchera pas, à votre avis? Je vous ai dit, moi, il faut repartir plus loin. Moi, je crois que l'Union européenne, en tant que projet politique, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, était à saluer. Les Européens ont été habitués à faire la guerre entre eux. Et si vous vous rappelez une dernière sortie du président, de l'ancien président Sarkozy, je crois que c'était au Parlement européen, où il a dit que l'Europe, c'est le continent de la barbarie, le continent le plus sauvage. Je vous coupe si vous permettez. Sachez que cet extrait-là est très censuré sur les réseaux sociaux. Je l'ai posté sur TikTok, il a été censuré. Sur Facebook, il est censuré. Comme si les Européens ne voulaient pas entendre la vérité. Je vous laisse poursuivre. Écoutez, je ne suis pas surpris que cela soit censuré. Il y a longtemps que j'ai compris que la liberté de presse et la liberté de parole n'existent ni en Europe, ni aux États-Unis d'Amérique, et que ce sont des gens qui sont habitués à faire entendre leur voix dans un champ monopole. Ils n'agissent que par monopole, et c'est pour ça que votre excellente émission que je suivais régulièrement sur YouTube, je suis désolé de voir que je ne peux plus la suivre et que tous vos téléspectateurs sont perdus parce que vous avez perdu alors que vous étiez une source d'information qui donnait une information professionnelle. Et malheureusement, nous regrettons beaucoup que vous ayez été censuré, je ne sais pas depuis combien d'années. Je vais vous expliquer donc. Lundi 8 novembre 2021, JMTV+ fut censuré sur YouTube. Un an avant, en octobre 2020, JMTV+ était censuré sur Facebook. Donc, pour nous suivre désormais, il faut tout simplement se reporter sur le site officiel de la chaîne de l'entreprise, car JMTV+ est une entreprise. Donc, vous tapez jmtvplus.com et vous êtes sur le site. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok. Je ne sais pas pour combien de temps, il y a trop de censure sur TikTok. Peut-être bientôt, je vais en partir. Mais vous pouvez surtout nous suivre sur vk.com. vk.com. Le vk.com, c'est le Facebook russe. Lui, il est beaucoup, beaucoup plus indulgent. Donc, je vous conseille même de vous reporter sur vk.com. C'est meilleur en attendant que Kezan, la super application Kezan, voit le jour, ou bien fonctionne mieux. On va dire ça comme ça. Donc, je vous laisse poursuivre alors, François Dingue. Non, pour vous dire encore une fois que je regrette infiniment ces censures, mais ça ne me surprend pas. Le monde soi-disant occidental, il n'y a pas de liberté. C'est un monde qui ne fonctionne que si on n'entend que leur voix. Ils ne supportent pas surtout des gens comme vous qui sont indépendants et compétents. Des Africains indépendants et compétents, ils ne supportent pas cela. Et ce n'est pas surprenant qu'on vous ait sanctionné. Et vous avez parlé du VK, qui est une plateforme russe. C'est très curieux parce que où se trouve Edward Snowden aujourd'hui? Il se trouve en Russie, alors qu'il a fait un métier de journaliste. Il n'a rien fait de méchant, il a apporté de l'information. C'est des gens qui ne supportent pas de l'information, ils accusent les autres de faire de la propagande, alors que c'est eux les maîtres de la propagande. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès et de ténacité. Je sais que vous en avez déjà vu. Bon, mais je réponds à votre question. D'accord. Alors, vous avez la question, c'était donc sur pourquoi ils sont allés alors qu'ils savaient que... Voilà, alors qu'ils savaient que ça ne fonctionnait pas, l'écosystème ne fonctionnait pas. Oui, c'est une très bonne question. Mais comme je disais, moi, je suis un supporter de l'Union européenne parce que je crois que moi, je suis pour la paix dans le monde. Et l'Union européenne pouvait agir comme un facteur de paix et donc de civilisation. Et je serais même pour une fédération européenne. Et donc, mais on ne peut pas aller au-delà de la volonté des populations.
Si les populations françaises veulent rester françaises, les populations italiennes veulent rester italiennes, vous ne pouvez pas leur forcer. Vous savez que le traité de Maastricht, vous savez ce qui s'est passé en France en 2005, si je ne me trompe. C'était sur la Constitution européenne en 2005. Moi, je peux le dire, hein, j'avais voté non, car je ne voyais pas cette affaire marcher. Et ma feu épouse française dessous, je votais oui. J'aimerais qu'elle soit toujours là aujourd'hui pour voir comme j'avais raison. Quelle prémonition vous avez eue. Mais malheureusement, vous savez que votre vote a été jeté à la poubelle. Par Nicolas Sarkozy. En effet. Voilà. Puisque, et ce qui montre, entre guillemets, que la démocratie aussi n'existe pas. Ce que je voudrais faire voir, ces pays qui se disent démocrates ne sont pas démocrates. Ces pays qui disent respecter la liberté d'expression ne la respectent pas. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Alors, revenons. Pourquoi voulait-il? Il voulait, par ce biais, parce qu'il pensait que ça allait réussir, à partir de là, aller plus loin vers le marchepied vers la fédération. Je crois que c'est la seule explication politique que l'on peut trouver à cela, parce que c'est un projet qui avait été poussé par les hommes politiques. Ils croyaient qu'en allant vers l'euro, ils allaient ainsi forcer la main, en quelque sorte, aux différentes populations européenne. Et alors, vous avez eu beaucoup de préscience pour voter contre, parce que si vous vous rappelez, on vous vendait cela, on dit l'euro, ce sera la prospérité, l'euro, ce sera le plein emploi, l'euro sera la protection contre ceci, l'euro sera le concurrent du dollar, et l'Europe pourra se... Vous rigolez, vous avez raison. Je vous dis, François Dengo, à l'époque, je disais à mes amis et à ma feu épouse, les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que l'Europe fasse un bloc, car il leur serait concurrent. Ça ne marcherait pas. Non seulement, c'est même aller beaucoup plus loin. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que l'Europe est une colonie américaine. Oui. Et l'Union européenne, encore plus, est vassalisée. Oui, l'Union européenne est complètement vassalisée aux États-Unis. Ça veut dire que même la position qu'un pays comme la France du temps de De Gaulle avait n'existe plus. Donc, voilà un peu la réponse à cette question qui est très pertinente. Alors, on nous dit aujourd'hui que l'écosystème est impitoyablement endetté. C'est Alasdair MacLeod qui a déclaré cela, que l'écosystème euro est très, très endetté, impitoyablement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez, il existe ce qu'on appelle l'OCDE. Vous pouvez aller voir les statistiques de l'OCDE qui donnent les taux d'endettement des pays. Et c'est là où vous allez voir que vraiment, on s'est moqué des Européens. Les taux, quand on avait dit l'euro, il y avait deux conditions. Les conditions, comment ils appellent ça encore ça? Les conditions pour accéder à l'euro. Il y avait deux. Il y avait une condition d'endettement. L'endettement public ne devait pas être supérieur à, je crois, 60%. Et puis... Je vous donne les chiffres aujourd'hui, hein, les pertes totales. Je ne sais pas si c'est l'endettement. Selon MacLeod toujours, il y a 4 000 milliards 865 millions d'endettement aujourd'hui, selon MacLeod. Oui, donc c'est exactement cela. C'est exactement cela. C'est-à-dire, voilà, on les appelait les critères de convergence. Il y avait deux critères de convergence qui sont complètement dépassés aujourd'hui. Personne n'en parle plus. Les taux d'endettement dépassent largement, de la dette publique dépassent 100% du PIB et honteusement, y compris les économistes et les professeurs d'économie qui, dans cette histoire, ont une lourde responsabilité parce qu'ils ont agi comme des politiques et ils n'ont pas fait d'analyse sérieuse. Le seul, à ma connaissance, qui à l'époque avait produit une analyse sérieuse et qui prévenait, c'était le professeur Allais, le prix Nobel d'économie Allais. Mais je me rappelle de tous les sarcasmes que les bien-pensants et les journaux lançaient sur ce grand homme en disant que c'était un vieux gaga qui ne connaissait plus rien. J'aimerais qu'ils aillent relire Allais aujourd'hui. Alors, Maurice Allais. Et donc, ces taux d'endettement qui sont donnés dans cet article sont très vrais. Et c'est très grave parce que à ces taux d'endettement, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que il y a
les pays qui bénéficient aujourd'hui d'un écran commun qu'on appelle l'euro. Et en bénéficiant de cela, ils bénéficient auprès des prêteurs d'un taux d'endettement qui est relativement uniforme et faible. Par exemple, un pays comme la France et un pays comme l'Allemagne, on peut avoir le même taux sur lequel on leur prête de l'argent. Mais en réalité... En effet, François Dengoué, j'ai des annotations ici. L'Allemagne est notée 3 fois A et la France est notée AA-. Voilà, très très bien. Alors, ça, là, vous venez de donner encore une fois une information capitale dont peu de personnes sont au courant. La France a été récemment dégradée au niveau de sa notation. Alors, je vous ai envoyé un tableau, je ne sais pas si vos téléspectateurs pourraient voir, c'est très caractéristique. La France a été dégradée récemment au niveau de sa notation. Et cela peut avoir des conséquences terribles pour la France. Parce que jusqu'ici, la France bénéficiait d'un taux d'emprunt qui était relativement faible parce qu'on l'assimilait les finances publiques françaises à la qualité des finances publiques allemandes, par exemple. Mais il suffit que la dégradation du rating français et que le taux d'endettement, le taux d'emprunt de la France augmente d'un petit pourcentage pour que cela explose la dette publique française et le service de la dette publique française qui va passer au-dessus des dépenses publiques. Et ce sera une catastrophe pour la France. Et s'il y a catastrophe pour la France, étant donné le poids de la France dans l'économie européenne, je ne vois pas un avenir, je vois un avenir sombre pour l'Europe. Pour l'Europe. Alors, les raisons de cette dégringolade de l'euro évoquée, d'autres raisons, hein, il y en a plusieurs, par celui qui a commis cet article, Mark Hall, sont celles-ci. Il dit ceci: tant que la Banque centrale européenne, que vous contestez à tort ou à raison, tant la Banque centrale européenne que les banques centrales nationales des différents États membres ont imprimé trop d'argent en rachetant des obligations d'État. Cela a donné au gouvernement une plus grande marge de manœuvre financière et a permis de relancer l'inflation au plus haut. Le programme d'achat d'obligations a permis de mettre en circulation 8 000 milliards 828 millions d'euros. Donc, il pointe ces obligations qui ont été un peu noyautées. Vous suivez mon regard. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Là encore, il a raison. Vous connaissez le mot de Draghi, c'est-à-dire qu'il était prêt. C'était quoi? Le chéquier était ouvert. Ouais. On pouvait arroser à tout va parce que c'est de la monnaie papier. Et on pouvait donc se permettre d'acheter et de transgresser même les lois internes de la BCE. C'est pour ça que les représentants allemands au sein de la BCE ont chaque fois protesté, mais comme le fonctionnement de la BCE est un fonctionnement entre guillemets démocratique, c'est-à-dire que chacun une voix, un pays, l'Allemagne s'est retrouvée permanemment en position minoritaire et a dû abandonner. Ce déversement, de torrent de monnaie a eu une conséquence qu'à un moment donné, ça a créé de l'inflation. Et ça n'a surtout pas permis de relancer l'économie réelle parce que ils appelaient aussi ça quantitative easing. Ils croyaient que en déversant l'économie dans le système bancaire, ça allait se dégouliner vers l'économie réelle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La situation de l'emploi ne s'est pas améliorée. La situation de l'industrie ne s'est pas améliorée. Au contraire, les pays se sont désindustrialisés. Et l'auteur de cet article a encore raison dans cette partie de son article. Bien. Je vais expliquer ce que c'est que les obligations pour que l'enfant qui fait classe de 3e comprenne. Une obligation est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur. Elle est donc représentative d'une dette. Donc, c'est une dette financière à moyen, à long terme ou à perpétuité.
Est-ce que c'est bien résumé? Oui, c'est bien ça. Bien. Alors, lorsque l'auteur de cet article nous dit ceci, toujours concernant les obligations, il dit, après quelques années d'assouplissement de la politique monétaire, l'inflation s'est accélérée. La Banque centrale européenne a cessé d'acheter des obligations et le total du bilan a de nouveau diminué car les obligations arrivant à échéance n'ont pas été remplacées par de nouvelles. Voilà l'une des raisons qu'il donne pour la chute de l'euro. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les obligations sont arrivées à échéance, effectivement, et il n'y a pas eu d'autres émissions pour pour de nouvelles obligations. Cela veut dire que il y a un phénomène parallèle qui s'est fait au même moment. C'est que la Fédérale Réserve a commencé aussi à relever ses taux. Et la Fédérale Réserve, c'est la Réserve fédérale américaine, c'est bien ça? Oui, pardon, voilà. La Fédérale Réserve, c'est-à-dire c'est l'équivalent c'est la Banque centrale des États-Unis, qui a commencé à relever ses taux. Et du coup, puisque, comme je vous ai dit, l'Union européenne, c'est une colonie, la Banque centrale européenne se trouve obligée de suivre le mouvement de la Fédérale Réserve et aussi de relever ses taux et d'arrêter toute son action d'assouplissement monétaire. Sinon, il serait à contre-courant du mouvement qu'impulse la Fédérale Réserve, qui est le leader en la matière. Alors là, et ça arrive très mal pour la France, parce que vraiment, ça arrive très mal. Vous savez que le rating français qui a été diminué le 2 juin dernier pour passer à A-, est quelque chose de très dangereux. Moi, je serais un dirigeant français. La population française, ils ne savent pas ce qui va leur tomber sur la tête dans peut-être les mois ou sûrement les années à venir. Et ils se sont compliqué la tâche avec encore les problèmes qu'ils ont en Afrique actuellement. Vraiment, l'avenir ne semble pas très prometteur pour l'économie française. Alors, chers téléspectateurs, juste pour préciser, lorsque notre invité François Dengue dit le rating, c'est la notation. Voilà, en français. Oui, pardon. Excusez-moi. Vous êtes américain, donc parfois les mots américains. Et une autre raison que pointe l'auteur de cet article, je vais relire son nom pour que les téléspectateurs prennent connaissance. D'ailleurs, cet article sera republié avec cette émission sur JMTV+, dont l'auteur Marco Oel. Voilà, c'est ça, c'est son nom. Une autre raison qu'il évoque, c'est la hausse des taux d'intérêt. Alors, je vais expliquer ce que c'est que, la hausse des taux d'intérêt décidée pour lutter contre l'inflation ont toutefois également fait grimper les rendements des obligations d'État, tandis que leur valeur se dépréciait. Cela a déjà entraîné des pertes de marché qui, selon MacLeod, s'élèvent à 700 milliards d'euros rien que pour l'année 2002. Vous comprenez ça, François Dengue? Oui, oui. 700 milliards d'euros de pertes rien que pour l'année 2002 à cause de la hausse des taux d'intérêt que vous évoquez là. Bien. Alors, je vais vous ramener à, si vous avez suivi récemment, il y a des banques américaines qui ont fait faillite du jour au lendemain. Et c'est ce phénomène-là qui a causé la faillite. C'est-à-dire que ces banques avaient dans leur bilan ces obligations, les mêmes obligations que vous voyez. Et quand on augmente les taux d'intérêt, la valeur des obligations diminue. Et ça peut diminuer de beaucoup, d'où expliquer ces pertes énormes dont vous venez de parler. Et beaucoup de banques en Europe sont dans ce cas. Les banques en Europe peuvent s'écrouler, elles aussi, du jour au lendemain, à cause de ce mouvement de taux. Et actuellement, les gens n'en parlent pas pour ne pas affoler les gens, pour ne pas... il n'y a que des journalistes curieux comme vous qui peuvent aller chercher ce genre de choses. Mais vous voyez que dans la presse, y compris la presse spécialisée, personne ne parle, alors que des nuages s'accumulent au-dessus des banques, au-dessus des économies et même au-dessus de l'épargne des gens. Parce que si les banques s'écroulent, si vous avez de l'argent de la banque, on va vous empêcher de prendre votre argent. Comme ce fut le cas en Grèce il y a quelques années.
Oui, mais ça peut arriver en France. Et ça peut arriver et beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Beaucoup de gens nous en parlent. D'ailleurs, l'ancien député belge, Laurent, lui, m'a donné une interview il y a 3 mois. Il a incité les gens à retirer leur argent des banques et à investir dans les crypto-monnaies. Certains le prenaient pour fou, mais là, vous confirmez en quelque sorte les craintes de l'ancien député belge, Laurent, lui. Ah oui, moi vraiment, je confirme ces craintes. Je confirme tout. Enfin, c'est pas moi, c'est les chiffres et l'état de l'économie française qui confirment cela. Wow. Alors, il faut dire, chers téléspectateurs, que les pertes au total en ce moment pour la Banque centrale européenne s'élèvent à 4 000 milliards 865 millions d'euros. Les pertes donnent ce chiffre-là. Donc, rien que pour l'année 2022, 700 milliards officiellement. Vous comprenez que nous sommes dans un gros problème. Alors, dites-moi, s'il s'avère que le niveau cible d'inflation de 2% n'est pas atteint, que les taux d'intérêt restent élevés et que les rendements augmentent aussi, que devront faire les membres de la zone euro pour limiter la casse, François Dingoué? Très bien. Ça revient à ce que nous avons dit au départ. La Banque centrale européenne n'est pas une banque centrale à proprement parler parce qu'elle n'est pas un prêteur en dernier ressort. Et c'est pour ça qu'ils ont créé donc le mécanisme de stabilité européen qui prête de l'argent aux États en difficulté ou pour prévenir une difficulté. Mais même là, le ESM, comment dire encore ça, European Stability, le mécanisme de stabilité européen, tout à fait, qui a sa tête un luxembourgeois, j'ai oublié son nom. C'est un ancien ministre des Finances de Luxembourg. Il n'est pas très connu. On ne parle pas beaucoup de ce genre de personnage, alors qu'il joue un rôle décisif. Peut-être que son nom va me revenir tout à l'heure. Il s'appelle quelque chose comme Pierre Dramagne. Enfin, il s'appelle Pierre Gramegna. Pierre Gramegna, Gramegna. Alors, c'est un monsieur qui est très important. Il est peut-être même plus important que Christine Lagarde, dont on parle beaucoup, qui est soi-disant gouverneur. Donc, s'il y a cette catastrophe, c'est ce mécanisme que dirige, le mécanisme de stabilité mondiale que dirige Pierre Gramegna qui va être appelé au secours. Mais lui aussi, ce mécanisme est en difficulté. Il est en difficulté parce qu'il doit se refinancer. La réalité d'une banque centrale, la réalité, ce qui fait une banque centrale, c'est qu'elle ne se refinance pas. Donc, puisque une banque centrale crée la monnaie, elle n'a pas besoin de se refinancer. Tout à fait. Le mécanisme de stabilité européen, il y a des différents instruments, mais elle se refinance et elle a besoin de garder son AAA, elle aussi. Donc, si elle a en son sein des institutions ou des pays qui sont dégradés, et en particulier un gros pays comme la France qui est dégradé, et elle sera dans l'obligation de dire vraiment je ne peux plus. Et vraiment je ne sais pas alors à ce moment ce qui va se passer. Ou bien l'histoire de l'euro va s'écrouler définitivement et les gens vont revenir à leur monnaie, ou ils vont trouver un mécanisme encore bancal, mais ça ne pourra pas tenir longtemps. Alors, dans les écrits et les recherches que j'ai glanées ça et là, on constate que c'est l'Allemagne qui porte l'ensemble de l'Europe sur ses épaules. J'en veux pour preuve, comme l'écrit mon confrère Marco, les États membres de la zone euro ont entre-temps accumulé une dette de 10 000 milliards 687 millions d'euros auprès de la Banque centrale allemande. Est-ce que vous comprenez ça? 10 000 milliards que l'ensemble des États européens ont contactés
auprès de la Banque centrale allemande. Cela démontre tout simplement que c'est l'Allemagne qui porte financièrement l'Europe sur ses épaules. Jusqu'à quand? L'Allemagne, en économie, il faut toujours voir des deux côtés. L'Allemagne porte l'Europe sur ses épaules, comme vous le dites, et c'est vrai, en m'en ajoutant ces chiffres, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais ça doit être quelque chose de cette grandeur, mais aussi l'Allemagne profite énormément de l'Europe. Le premier marché allemand, c'est l'Europe. Et l'euro a été, s'il y a un pays qui a su profiter de l'euro, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne a pu accumuler des surplus de commerciaux sur ses voisins européens. Et certains ont même exigé à un moment donné que l'Allemagne soit plus généreuse pour partager ses surplus monétaires. Et si vous vous rappelez, quand il y a eu le problème en Grèce, beaucoup de gens étaient durs contre Madame la chancelière Merkel, oui. en disant, écoutez, vous avez profité, donnez-nous aussi un petit peu. Mais l'Allemagne ne va pas distribuer son argent comme ça. En échange, elle veut obtenir des collatéraux. Vous pouvez me vendre votre port, vous pouvez me vendre ceci, etc. Et donc, il y a les deux côtés. L'Allemagne, certes, porte l'Europe sur ses épaules, mais en même temps, l'Allemagne profite de l'Europe et a intérêt à ce que l'Europe soit prospère. Elle ne pourrait pas jouer les grands frères si les autres sont des nains à côté d'elle. Donc, c'est un double jeu et c'est souvent cela l'économie. Et c'est ce que la France, par exemple, au pays africain, n'a pas su faire. La France aurait pu laisser les pays d'Afrique se développer normalement. La France serait peut-être le pays le plus puissant d'Europe, sinon du monde, avec autour d'elle des pays africains solides, économiquement viables. Mais la politique à courte vue de la France a fait qu'elle a exploité ces pays et a empêché le développement économique. Et nous en sommes à la situation d'aujourd'hui. À contrario, je vais vous dire ceci. Je ne sais pas que je contredis ce que vous dites. Hein, la France aurait dû. La Grande-Bretagne a laissé ses anciennes colonies s'élever, s'émanciper économiquement. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne et la France ont logé à la même enseigne. Dans la notation, la Grande-Bretagne a un A à moins, comme la France, A à moins. Vraiment, tout est égal, tout est identique. Hein. A en majuscule, A minuscule, 3, puis plus tard AA, et enfin AA-. Ça, c'est pour la Grande-Bretagne. Et pour la France, juste en dessous, A en majuscule, A minuscule 2, puis AA, et pour finir, AA-, comme la Grande-Bretagne. Donc, ce n'est pas certain que la France aurait été la plus grande économie d'Europe si elle avait permis à ses anciennes colonies de s'émanciper. Ce n'est pas certain. Regardez les pays d'Afrique dite francophone. Le potentiel économique est énorme. Si vous prenez par exemple les pays du Golfe de Guinée, c'est des pays tous pétroliers, très importants. Vous prenez depuis le Cameroun, le Gabon, le Congo, c'est des pays extrêmement riches. La région d'Afrique centrale est probablement la région la plus riche du monde, je dis bien du monde. Tout à fait. Et toutes les réserves de diamants qu'il y a au Cameroun, on ne sait pas qui les exploite, on ne sait pas où ça va. Il y a de l'or, et le potentiel était énorme. Vous allez au Sahel, l'uranium, le pétrole, l'or, le cobalt. C'était vraiment un vivier presque infini de ressources et il y avait les hommes. Avec les anciennes colonies britanniques ont les mêmes richesses, hein, François Denguet? Les anciennes colonies britanniques ont les mêmes richesses, mais vous voyez que si vous comparez au niveau de développement économique, les anciens, comme vous dites, les anciennes colonies anglaises sont loin devant. En général, les pays trucs. Mais pour revenir, votre question, c'était donc de dire pourquoi l'Angleterre a à peu près le même niveau de notation que la France. Mais la raison est simple. Les Anglais ont été omnibulés par une seule chose. Ils ont financiarisé leur économie. Les Madame Thatcher, ils se sont trompés complètement. Ils ont désindustrialisé bien avant la France. Ils ont cru que l'économie s'arrêtait à faire d'une jambe, comment dire, à faire de casino. Ils ont privilégié le tertiaire. Voilà, exactement. Ils ont privilégié le tertiaire
en négligeant l'industrie. Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, quels sont les produits anglais de l'industrie dont vous pouvez parler? Alors qu'il y a 30 ans, on parlait de Range Rover, on parlait des voitures anglaises, on parlait même du textile anglais, Oui, et oui. partout dans le monde. Mais aujourd'hui, regardez autour de vous, quelle est la production industrielle anglaise? Tout vient de l'Inde et de la Chine en Grande-Bretagne. Oui, et ils D'ailleurs, seront de moins en moins compétitifs. vous De permettez, je moins en donne moins les chiffres. compétitifs. En 2006, l'Inde, ancienne colonie britannique, était deuxième pays investisseur au Royaume-Uni avec 16 ou 18% et venait juste après les États-Unis. Ça, c'était en 2006. Oui, et vous savez que l'Inde a dépassé la Grande-Bretagne en termes de PIB et va exploser encore plus. L'écart entre l'Inde et la Grande-Bretagne ne va faire que se creuser. Tout à fait. Donc, c'est un cas où une colonie va dépasser, ce sera comme les États-Unis qui ont dépassé la Grande-Bretagne, qui était son pays colonisateur. L'Inde va faire la même chose. Et je crois que les pays africains, le jour où ils seront unis, feront la même chose par rapport à la France. Ils n'ont pas besoin d'être unis. L'Angola le fait déjà, le Portugal en rachetant tout là-bas. Je pourrais vous envoyer un sujet que j'ai publié quelque part pour que vous en rendiez compte. Revenons sur l'euro. Chers amis, chers téléspectateurs, vous êtes toujours sujet MTV+. Nous discutons avec le professeur François Dengué de l'effondrement de la monnaie euro, comme l'a mentionné un confrère Marco sur le site de l'agence Reuters. François Dengué, dans les investigations, et d'ailleurs le confrère le mentionne dans son article, il dit ceci: les États membres dont la situation économique était si mauvaise qu'ils n'avaient plus accès au marché des capitaux ont fait imprimer de l'argent par la Bundesbank, dans la banque allemande, afin de payer des biens, des services et des dettes extérieures. Ça veut dire que c'est presque de la fausse monnaie qu'ils ont fabriquée pour se servir, non? C'est exactement de la fausse monnaie. Et d'ailleurs, je ne dis pas ça par dénigrement. Toutes les monnaies qui existent depuis le 15 août 1971 sont de la fausse monnaie. Que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, le yen, à partir du moment, c'est une conception de la monnaie que l'on a. Pour moi, la monnaie doit être adossée à des biens réels. Et c'est ce qui existait avant et qui a fait une certaine stabilité dans la croissance économique et dans l'amélioration des niveaux de vie des gens. À la fin, quand on a fait les accords de Bretton Woods, et avant cela, quand le président Roosevelt est venu et a pu sauver les États-Unis, et donc même l'Occident, si on peut, enfin, je n'aime pas le terme Occident, pour moi, j'utilise le terme Yankee, et a pu sauver l'ensemble des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Et l'une des mesures phares, c'était de dire qu'un dollar, une once d'or, c'est 35 dollars. Et là, il y a un livre très intéressant de Jacques Rueff qui s'appelle Le péché monétaire de l'Occident, qui explique ces choses beaucoup plus en détail, avec beaucoup plus de compétences que je ne le pourrais. Donc, quand vous vous débarrassez du lien entre la monnaie et un bien réel qui était ici l'or, comme Richard Nixon l'a fait le 15 août 1971, vous entrez dans ce qu'on appelle la monnaie papier, qui n'a plus de soubassement, c'est-à-dire que vous pouvez imprimer à volonté. Et c'est ce que les Américains ont fait, et c'est ce que les Européens sont en train de faire. Sont en train de faire, en effet. C'est exactement comme si vous aviez dans votre cave une imprimante et que la nuit vous éteignez la lumière, vous imprimez des billets d'euros. Sauf qu'ici, c'est le gouvernement ou ceux qui sont censés représenter le gouvernement qui font et qui impriment de la fausse monnaie qui ne correspond à aucune contrepartie réelle. Bon, il faut dire que tout ceci était caché à la population. Hein. Ce n'est qu'en 2015 qu'un doctorant berlinois de la ville de Berlin en Allemagne, Daniel Hoffmann, s'est penché sur cette thématique dans son mémoire. Donc, on a fait tout ceci en le cachant aux populations et même aux parlementaires des différents pays. D'où c'est une preuve que c'était une grosse mafia quand même, mais une mafia politique. On va dire ça comme ça, on peut le dire comme ça, François Dengué. Mais bien sûr que tous ces phénomènes, c'est des phénomènes de mafia. Et quand on veut noyer les choses, on utilise un verbiage que personne ne comprend
alors qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Les choses peuvent être simples et on peut bien l'expliquer à la population. Cela tient aussi à l'exigence que la population peut avoir par rapport à ses dirigeants. Mais comme les médias sont devenus non pas un mode d'information, mais un moyen de propagande au service du pouvoir, la population n'est pas informée de façon pertinente sur les vrais problèmes économiques. Il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup de choses pour perturber l'attention de la population sur les vraies raisons et les vraies causes de leur appauvrissement. Les gens voient qu'ils s'appauvrissent, les gens voient que les choses coûtent beaucoup plus cher. Maintenant, on a allongé l'âge de la retraite, alors que les gens vivaient très bien avant, comme ça. Du jour au lendemain, quelqu'un se lève et malgré la volonté de l'immense majorité de la population, décide cela, et même si le Parlement ne l'accepte pas, décide cela, ce qui, entre parenthèses, montre que la notion de démocratie n'a vraiment plus de sens. Plus de sens. Et en fait, on cache les choses aux gens. Mais je dois ici encore une fois vous remercier d'avoir attiré mon attention sur cet article parce que je n'étais pas au courant du travail de ce doctorant. Et pour moi, c'était une découverte. Merci. Ben, l'Institut IFO a déclaré que les risques que cela implique pour l'Allemagne n'étaient pas inclus dans le traité de Maastricht de 1992, si j'ai bonne mémoire, et n'ont pas été approuvés par le Parlement allemand. Fort de ceci et de tout ce qui précède, une question me taraude de l'esprit. Quel intérêt l'Allemagne a-t-il encore à défendre cet euro-là? Alors, l'Allemagne, c'est une curiosité. L'Allemagne, c'est une curiosité parce que l'Allemagne a plusieurs soupapes. Il y a la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui est l'organe suprême qui supervise toutes ces histoires. Et si je ne me trompe, il y a quelques années, un ensemble de professeurs allemands, quand on a commencé ces quantitative easing et que Draghi a commencé sa folie, et que le représentant allemand au sein de la Banque centrale européenne n'a pas pu faire entendre sa voix, ils ont attaqué au niveau de la cour de Karlsruhe et ont perdu. Alors, est-ce que le phénomène peut continuer indéfiniment? Je ne crois pas. Je crois qu'à un moment donné, les Allemands vont dire « ça suffit ». Ça suffit. Et quand ils vont dire « ça suffit », ça va faire très mal. Et c'est une question politique. Voyez qu'actuellement, il y a un parti qui s'appelle AfD, si je ne me trompe, un parti de droite, on dit même d'extrême droite, qui est en train de monter en Allemagne, qui a des visées nationalistes et qui va dire à un moment donné, ça suffit. Non, nous ne pouvons pas, ça suffit. Et la situation économique de l'Allemagne en elle-même sera très difficile. L'Allemagne a pu se développer parce qu'elle avait une énergie à très, très, très bon marché que lui assurait la Fédération de Russie. La Fédération de Russie ou bien l'Union soviétique avant. Voilà, ou l'Union soviétique avant, vous avez tout à fait raison, sur le long terme. Maintenant qu'elle aura à aller chercher ailleurs, loin, une énergie qu'elle va acheter à très, très cher et qu'ensuite, elle aura sur le dos, non seulement, comme vous avez dit tout à l'heure, à supporter l'Europe, mais à porter toutes les conséquences de la guerre de l'Ukraine, qui seront lourdes et sur la longue durée, il est très probable que des forces à l'intérieur de l'Allemagne, à l'intérieur de la classe politique allemande, se lèvent et disent « ça suffit ». Et moi, je prédis que l'euro va s'écrouler. Et je plains seulement mon Afrique, parce que ceux qui ont accroché le franc CFA à l'euro, et le franc CFA, vous connaissez le livre du professeur Abou, dans lequel qui est venu plusieurs fois sur ce plateau, en effet. Dans lequel il a démontré avec preuve à l'appui que le franc CFA, c'est du nazisme monétaire. Tout à fait. Ce n'est pas une métaphore. Il donne des exemples historiques du fait que les Allemands avaient imposé le nazisme monétaire en France. En France, oui, et dans les pays qu'ils occupaient.
Et De Voilà. Gaulle a pris le même système qu'il a implémenté en Afrique. Voilà, vous connaissez toutes ces histoires mieux que moi. Donc, mais je crois que l'euro va s'écrouler. Moi, je l'ai dit il y a 25 ans, j'attends. 25 ans dans la vie d'une monnaie, ce n'est pas très long. Pas grand-chose. Chers téléspectateurs, il faut que vous sachiez que l'Allemagne n'avait jamais politiquement accepté l'euro. C'est parce qu'il a été victime d'un chantage, hein, on peut le dire comme ça, un chantage de la France qui lui disait soit tu acceptes la monnaie unique pour qu'en échange, nous te facilitions la tâche pour réunir les deux Allemagnes, soit on te laisse tomber. Est-ce que vous avez cette information-là, François Dengue? Vous avez bien résumé la chose. Voilà, c'était un peu ça. Vous avez très, très bien résumé la chose. Et c'était un conflit entre Helmut Kohl Helmut Kohl et François et Mitterrand. François Mitterrand, en effet. Et vous savez que François Mitterrand était opposé à la réunification de l'Allemagne. Il faut toujours le rappeler. Tout à fait. Et donc, sa monnaie d'échange, comme vous avez bien rappelé, c'était, disait-il, 7 euros dans lequel il croyait qu'ils allaient lier les mains de l'Allemagne à celle de la France. Et ce que vous venez de dire est factuellement exact. Les historiens peuvent aller faire, je ne sais pas si c'est ce qui vous avait servi d'argument pour voter contre. J'en savais un peu plus. Un autre argument, c'était que lorsque M. Biya arrive au pouvoir au Cameroun et va en Allemagne, je crois que c'est en Allemagne qu'il va acheter gamin à l'époque, et déclare que le Cameroun est la chasse gardée de personne. Helmut Kohl promet de rendre l'appareil à M. Biya en allant au Cameroun dans les mois qui suivent. Mais finalement, ce n'est qu'au bout de 4 bonnes années qu'Helmut Kohl va poser les pieds. Je crois que c'était en octobre 1987, donc 4 ans après que M. Biya lui a rendu visite. Il paraît que François Mitterrand lui avait fait à Helmut Kohl un autre chantage en lui disant si tu mets les pieds au Cameroun, gare à toi parce que nous ne te soutiendrons pas dans la réunification de l'Allemagne. Donc, il y a eu plusieurs chantages de la part de la France sur ces questions, sur l'euro, sur l'Afrique, auprès de l'Allemagne, pour faire plier Helmut Kohl à l'époque. Voilà. Peut-être vous ne le saviez pas. Non, je ne connaissais pas cet épisode. Merci de m'en informer. Donc, il se dit qu'une autre arnaque relevée dans l'article de mon confrère Marco est celle-ci. Il dit ceci. Jusqu'à présent, la Banque centrale européenne ne parvient à éviter la faillite officielle de l'écosystème que par une astuce. Les obligations achetées pour stimuler l'inflation ne sont pas inscrites au bilan à leur valeur du marché actuel, bien plus basse, mais à leur prix d'achat initial. Donc, la Banque centrale européenne truque les écrits pour maintenir l'écosystème européen selon ce que mon confrère Marco écrit. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans être un spécialiste de la comptabilité et sans avoir vu les comptes de la Banque centrale européenne en détail, moi, j'ai un préjugé plutôt favorable à ce qu'il vient de dire. Parce que nous en sommes là, du tripatouillage. Et surtout, ce tripatouillage est rendu facile par le système de fiat currency, c'est-à-dire de la monnaie papier. Il n'y a pas de contrepartie. Donc, nous sommes ici devant des charlatans qui essayent de transformer le plomb en or. La monnaie papier ne sera jamais une vraie monnaie. Et ils sont donc obligés de couvrir les faiblesses de l'économie par des arrangements monétaires qui ont le versant comptable que vous venez de signaler. Mais comme tout entourloupe, le moment de vérité viendra. Et le moment de vérité viendra d'autant plus, et je reviens à ce que je disais, la Banque centrale européenne n'est pas une vraie banque centrale à proprement dit. Si elle était une banque centrale, elle n'aurait pas à faire tous ces tripatouillages. Et si elle était une banque unique, elle n'aurait pas à faire tous ces tripatouillages. Et elle serait un prêteur en dernier ressort sur lequel chacune des nations pourrait se retourner en cas de difficulté.
et se retourner. J'ai eu une discussion avec le professeur docteur Schmidt, Christopher Schmidt, qui était le conseiller économique de la chancelière, de Madame Angela Merkel. Angela Merkel. Ils ont ce qu'ils appelaient ils ont le comité of Economic Advisor, un comité de conseillers économiques auprès de la chancelière et du gouvernement. Et il m'a parlé d'une notion importante qui était la notion qu'il fallait l'unité de la responsabilité et du contrôle. Et c'est quelque chose sur lequel les Allemands sont très importants, qui revient à votre question précédente où vous disiez qu'à un moment donné, les Allemands veulent lâcher. Quand les Allemands disent, il faut l'unité de la responsabilité et du contrôle, c'est que vous êtes responsable de ce que vous contrôlez. Par cela, il voulait dire que le contrôle du budget, c'est pour ça que l'Europe est une construction bancale. Le contrôle du budget revient aux États, à chaque État, hein, mais la responsabilité aussi. Vous ne pouvez pas avoir une politique budgétaire irresponsable et puis déverser votre irresponsabilité sur le reste de ceux qui sont associés à vous. Et donc, nous sommes là, pour répondre à votre question, à un phénomène qui est dû à la bancalité de l'euro. On comprend par là que si les obligations étaient inscrites au bilan à leur valeur réelle du marché, il y a longtemps que l'euro, on n'en parlerait plus, on en aurait fait un deuil. Mais bien sûr, évidemment. Je vous dis que tout cela relève du camouflage. Tout cela, et je ne vais pas insulter Madame Lagarde, je vais dire, elle n'est pas une banquière, c'est une juriste. C'est pas parce qu'on l'a mis, elle était ministre des Finances, et puis qu'on l'a mis, que Sarkozy l'a mis au FMI, et après on la remet à la BCE. À l'origine, elle est juridique. Je n'ai pas vu un seul article d'économie ou d'économie financière, et encore plus d'économie sur les banques centrales qu'elle a écrit. Donc ce n'est pas... en réalité, elle n'est pas encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour sa position, mais elle n'a pas la compétence pour cette position. Alors, François Dengue, à sa décharge, je dirais qu'elle a les compétences de sa compétence, comme disait quelqu'un. Bon, mais c'est la politique, qu'est-ce que vous voulez? On place des gens parce qu'on a de l'entre-gens, je ne dis pas de l'entre-jambe, mais on a de l'entre-gens. Et puis, et on peut arriver à des positions, mais je le redis très calmement, Madame Christine Lagarde, elle a peut-être des compétences juridiques, au début de sa carrière, faisait du droit aux États-Unis, mais ça n'en fait pas d'elle une économiste et encore moins une banquière centrale de qualité. Alors, on ne sait jamais, quelqu'un pourrait tomber sur cette émission. Je vais passer un message à Dominique Strauss-Kahn. Voilà, Dominique, je n'arrive plus à te joindre. L'email que j'ai ne passe plus. Si quelqu'un tombait sur cet élément et te connaissait, t'informer, merci de prendre contact avec moi. On se tutoie. Voilà pourquoi je continue de te tutoyer même en public. J'aimerais bien te revoir, Dominique. On a fait une émission ensemble dimanche 12 juin 2005 sur Direct 8 et on s'est parlé 2-3 fois. Voilà, c'est quelqu'un qui avait des compétences pour ce genre de choses, malheureusement. On l'a perdu, n'est-ce pas, François Dengue? Ah, mais oui, on peut dire ce qu'on veut de M. Dominique Strauss-Kahn, et je ne sais pas s'il a été le pauvre, enfin, je ne sais pas si je peux dire pauvre, victime d'une cabale, mais c'est quelqu'un qui est un économiste compétent, qui comprenait les enjeux économiques, non seulement à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de la France, mais qui avait une vue d'ensemble des phénomènes économiques mondiaux. Et peut-être qu'à un moment donné, il a gêné les États-Unis, je ne connais pas la théorie, et qu'on lui a fourgué cette affaire pour le discréditer et pour tuer son ambition et sa carrière politique. Ceci dit, je sais que je ne suis... Alors qu'il a été dirigeant dans le domaine économique, ministre des Finances en France, moi j'ai eu une discussion avec lui au moment où il était le passage de l'euro. C'était lui qui passait dans tous les pays. Il revenait du Cameroun à ce moment où il avait prêché devant les ministres et les étudiants pour dire que c'est une très très bonne chose que l'on attache le passage du franc CFA.
qu'il soit plus rattaché à l'euro, qu'il soit rattaché cette fois-ci de rattaché au franc CFA, au franc français, qu'il soit rattaché à l'euro. Donc, on le prenait comme un dieu. J'ai eu une discussion avec lui au siège de l'OCDE à Paris, où je lui ai dit, non, 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 vous allez aller raconter ça à des imberbes. Ce n'est pas à moi que vous allez venir dire cela. C'est une idiotie. Le franc CFA est une idiotie. Le franc CFA, c'est du nazisme monétaire. Il a sursauté. Et il n'y a aucune raison que les Africains rattachent leur euro, leur monnaie à l'euro. Ça voudrait dire, par exemple, qu'un pays comme le Tchad a suivi la même politique monétaire que l'Allemagne, ce qui est la plus grosse des absurdités. Et en plus, ce qui veut dire que on a une continuité où il n'y a vraiment, à proprement parler, pas de politique monétaire, puisqu'on a le même taux qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gêne, le même taux directeur, hein? Non, non, je vais dire le même taux de PEG. Comment on dit ça encore? On dit ça en français encore, le même taux de change, voilà, entre l'euro, un taux fixe indéfiniment. Il n'y a aucune théorie économique qui peut justifier cela. Et ça tue la compétitivité économique, non? Tout simplement. Oui, ça écrase, pas ça tue, ça écrase la compétitivité économique, ça empêche l'industrialisation, ça empêche l'émergence d'un tissu de PME national et ça encourage les importations à tout va, ce qui font que presque structurellement, vous serez toujours déficitaire du point de vue des échanges commerciaux, la balance commerciale. Mais disons tout ceci, je reconnais la valeur de M. Dominique Strauss-Kahn et peut-être qu'il aurait, pas peut-être, je suis certain qu'il aurait fait un meilleur gouverneur de la Banque centrale que Mme Christine Lagarde qui, bien qu'à la position actuelle, ne me semble pas briller par ses compétences en matière économique et encore moins en matière de banque centrale. La banque centrale, à l'intérieur de l'économie, c'est une discipline très particulière qui demande des connaissances très particulières, un ajustement très particulier.